bonsoir, et soyez les bienvenus dans ce voyage au cœur du temps, là où les pierres gardent encore la mémoire des hommes qui ont vécu, combattu et péri pour la gloire d'un empire. Ce soir, nous descendons ensemble dans les profondeurs de l'histoire romaine, non pas pour revivre la violence brute des arènes, mais pour comprendre, pour ressentir, pour toucher du bout des doigts l'âme d'une civilisation qui a façonné le monde que nous connaissons. Installez-vous confortablement, laissez le silence autour de vous devenir un écrin et permettez à votre esprit de glisser doucement vers une époque où le courage, le destin et la cruauté se mêlaient sous le regard de milliers de spectateurs. Si cette exploration à travers les siècles vous apaise, n'hésitez pas à laisser un petit signe de votre présence. Un simple geste pour accompagner ce murmure du passé. Et dans les commentaires, si le cœur vous en dit, partagez avec nous quelle cité antique ou quelle époque de l'histoire vous fascine le plus, quel vestige du temps vous attire dans vos rêves. Maintenant, fermez les yeux si vous le souhaitez. Laissez les siècles défiler comme des pages jaunies d'un livre oublié. Nous remontons le temps, traversant les ombres et les lumières de Rome, pour retrouver les hommes qu'on appelait gladiateurs. Le mot lui-même résonne encore dans nos mémoires collectives. Gladiateur, gladius, l'épée courte, l'arme du légionnaire, l'instrument de mort et de gloire. Mais avant d'être un spectacle, avant d'être une légende gravée dans le marbre du Colisée, le gladiateur fut d'abord une idée, un rituel, un hommage aux morts. Ce soir, nous ne cherchons pas le fracas des batailles, ni l'excitation des foules. Nous cherchons l'écho discret, le murmure ancien qui traverse les âges. Nous cherchons à comprendre comment des hommes, esclaves ou libres, criminels ou héros, sont devenus les symboles vivants d'un empire qui dominait le monde connu. Alors, respirez profondément. Sentez l'air se charger de poussière dorée, de parfums d'encens et de sueur mêlée. Écoutez le vent glisser entre les colonnes brisées. L'histoire commence ici, dans la brume du temps, là où tout a commencé. Les racines du combat gladiatorial ne se trouvent pas à Rome, mais bien avant, dans les brumes des rituels étrusques. Bien avant que les légions romaines ne marchent sur les terres d'Europe, d'Afrique et d'Asie, il existait un peuple mystérieux, raffiné et sombre, installé dans les collines de l'actuelle Toscane. Les Étrusques, civilisation brillante et énigmatique, avaient une relation intime avec la mort. Pour eux, le passage vers l'au-delà nécessitait des offrandes, des sacrifices, des rituels précis. Et parmi ces rituels, l'un des plus troublants consistait à organiser des combats lors des funérailles des grands hommes. Ces combats n'étaient pas encore des spectacles publics, tels que Rome les connaîtra. Ils étaient sacrés, des prisonniers de guerre, des esclaves, parfois des volontaires, s'affrontaient près des tombes, offrant leur sang pour apaiser les esprits des défunts, pour leur assurer un voyage paisible dans l'autre monde. Le sang versé irriguait la terre, nourrissait les ombres, scellait un pacte entre les vivants et les morts. Rome, encore jeune, encore fragile, observait. Elle absorbait, elle transformait. Au IIIe siècle avant notre ère, alors que la République romaine affirmait peu à peu sa puissance sur la péninsule italienne, les Romains adoptèrent cette coutume funéraire étrusque. Mais Rome ne se contentait jamais de copier. Rome adaptait, amplifiait, rationalisait. Les premiers combats de gladiateurs organisés à Rome eurent lieu en 264 avant notre ère, lors des funérailles d'un certain Junius Brutus Pera. Ses fils, pour honorer sa mémoire, firent combattre 3 paires de guerriers sur le Forum Boarium, le marché aux bœufs. Ce n'était pas encore un spectacle de masse, c'était une cérémonie privée, un geste de piété filiale, une manière d'affirmer la grandeur d'une famille. Mais déjà, quelque chose avait changé. Déjà, les Romains avaient senti le pouvoir de ce rituel. Ils avaient vu les regards fascinés de la foule. Ils avaient entendu les cris, les paris, les discussions enflammées. Le sang versé ne servait plus seulement les dieux des morts. Il commençait à nourrir l'imaginaire des vivants. Au fil des décennies, les combats de gladiateurs se multiplièrent.
Les familles patriciennes rivalisaient de générosité pour offrir des jeux funéraires de plus en plus grandioses, plus de paires de combattants, des armes plus variées, des mises en scène plus élaborées. Ce qui avait commencé comme un hommage aux ancêtres devenait peu à peu un outil politique, un moyen d'affirmer son statut, son pouvoir, sa richesse. À Rome, tout était politique, tout était spectacle. Et le spectacle de la mort, étrangement, devenait un langage que tous comprenaient, un langage universel qui parlait de courage, de destin, de survie. Les gladiateurs, ces hommes qui acceptèrent de risquer leur vie pour divertir les autres, incarnaient en quelque chose de profondément romain. L'idée que la gloire pouvait naître du sacrifice, que la mort pouvait être noble si elle était acceptée avec dignité. Pendant les guerres puniques, alors que Rome affrontait Carthage dans une lutte titanesque pour la domination de la Méditerranée, les combats de gladiateurs prirent une dimension nouvelle. Les prisonniers de guerre carthaginois, numides, gaulois, furent envoyés dans les arènes improvisées de Rome. Leur mort servait à la fois de vengeance symbolique et de démonstration de puissance. Rome montrait ainsi à ses citoyens et à ses ennemis qu'elle était invincible, que même les guerriers les plus féroces finissaient par tomber sous le glaive romain. Mais ces prisonniers n'étaient pas simplement exécutés. Ils combattaient. Ils avaient une chance, aussi mince soit-elle, de survivre, de prouver leur valeur, peut-être même de conquérir l'admiration de leurs bourreaux. C'était là toute l'ambiguïté du système gladiatorial romain. Il offrait une possibilité de rédemption à travers la violence, une promesse de gloire au sein même de l'oppression. Sous la République tardive, à mesure que Rome étendait son empire sur des territoires toujours plus vastes, les jeux gladiatoriaux devinrent un instrument politique majeur. Les magistrats, les sénateurs, les généraux triomphants organisaient des combats pour gagner la faveur du peuple. Le concept de panem et circense, du pain et des jeux, n'était pas encore formulé explicitement, mais il était déjà en gestation. Offrir des gladiateurs au peuple, c'était acheter sa loyauté, calmer ses frustrations, détourner son attention des crises politiques et économiques. Jules César lui-même, avant de devenir dictateur, organisa des jeux d'une ampleur jamais vue, faisant combattre des centaines de paires de gladiateurs. Il comprenait mieux que quiconque le pouvoir de ces spectacles. Il savait que le peuple romain, aussi cultivé, aussi fier soit-il, était également avide de sensations fortes, de drames, de tragédies jouées en chair et en os. Les gladiateurs de cette époque venaient d'horizons divers. Certains étaient des esclaves achetés spécifiquement pour combattre. D'autres étaient des prisonniers de guerre condamnés à l'arène. D'autres encore étaient des criminels, des hommes qui avaient été jugés et condamnés à mort, mais à qui l'on offrait une dernière chance de survie à travers le combat. Et puis il y avait ceux, plus rares mais fascinants, qui choisissaient librement de devenir gladiateurs. Des hommes libres, parfois même des citoyens romains, qui signaient un contrat avec un lanista, un maître de gladiateurs, renonçant temporairement à leur liberté pour goûter à la gloire des arènes. Pourquoi ? Les raisons étaient multiples. Certains cherchaient la célébrité. D'autres étaient endettés et voyaient dans les combats une manière de gagner de l'argent rapidement. D'autres encore étaient attirés par le danger, par l'adrénaline, par l'idée de tester leur courage face à la mort. Les premiers ludis, les écoles de gladiateurs, apparurent durant cette période. À l'origine, il s'agissait de simples installations où les lanistes entraînaient leurs hommes. Mais rapidement, ces ludis devinrent de véritables institutions, des centres d'entraînement structurés, organisés selon des principes presque militaires. Le plus célèbre d'entre eux était le Ludus Magnus, situé près du Colisée à Rome, mais il ne sera construit que bien plus tard, sous l'Empire. Avant cela, il existait des dizaines de ludis plus modestes, disséminés dans toute l'Italie. Les gladiateurs y vivaient en caserne, soumis à une discipline stricte. Ils s'entraînaient quotidiennement, maniant des armes de bois pour éviter les blessures inutiles. Ils apprenaient les différentes techniques de combat, les parades, les feintes, les coups décisifs. Ils étudiaient également l'art de la mise en scène, car un bon gladiateur n'était pas seulement un combattant efficace, c'était aussi un acteur, capable de captiver le public, de susciter l'émotion,
de transformer un simple duel en un spectacle inoubliable. La vie dans les ludis était dure, mais elle n'était pas nécessairement misérable. Les gladiateurs étaient des investissements précieux pour leurs propriétaires. Un gladiateur bien entraîné, qui gagnait des combats, rapportait beaucoup d'argent. Par conséquent, les lanistes veillaient à ce que leurs hommes soient correctement nourris, soignés, reposés. Les gladiateurs recevaient une alimentation riche, composée principalement de céréales, de légumes, de viande et de vin. Ils étaient suivis par des médecins spécialisés, capables de soigner les blessures, de recoudre les plaies, de remettre les os en place. Certains gladiateurs bénéficiaient même de massages réguliers pour maintenir leur musculature en bon état. Bien sûr, cette sollicitude avait ses limites. Un gladiateur était avant tout une marchandise, un bien que l'on exploitait tant qu'il était rentable, et que l'on jetait lorsqu'il ne l'était plus. Mais au-delà de cette logique économique froide, il existait aussi une certaine camaraderie entre les gladiateurs. Ils vivaient ensemble, s'entraînaient ensemble, partageaient les mêmes peurs, les mêmes espoirs. Ils formaient une communauté soudée, unie par la proximité constante de la mort. Les témoignages archéologiques, notamment les graffitis retrouvés sur les murs de Pompéi, révèlent que certains gladiateurs étaient immensément populaires, adulés par les foules, désirés par les femmes. On a retrouvé des inscriptions où des admiratrices déclarèrent leur amour pour tel ou tel gladiateur, le décrivant comme un héros, un dieu vivant. Cette adulation publique contrastait étrangement avec le statut social des gladiateurs, qui demeuraient, aux yeux de la loi romaine, des infâmes, des hommes sans honneur. C'était l'une des contradictions les plus troublantes de la société romaine. Elle vénérait ceux qu'elle méprisait. Elle glorifiait ceux qu'elle condamnait. À la fin de la République, les combats de gladiateurs étaient devenus un phénomène culturel majeur. Ils ne se limitaient plus aux funérailles. Ils étaient organisés lors des fêtes publiques, des célébrations militaires, des inaugurations de monuments. Le nombre de gladiateurs impliqués dans ces spectacles augmentait constamment. Sous Pompée, lors de l'inauguration de son théâtre, des centaines de combattants s'affrontèrent. Sous César, comme nous l'avons évoqué, les chiffres atteignirent des sommets inédits. Cette escalade de la violence spectaculaire reflétait les tensions politiques de l'époque. Rome était en train de passer de la République à l'Empire, et cette transition s'accompagnait de guerres civiles sanglantes, de proscriptions, de massacres. Dans ce contexte, les combats de gladiateurs offraient une sorte de catharsis collective, une manière pour le peuple romain de canaliser ses angoisses, ses frustrations, ses pulsions violentes. Avec l'avènement d'Auguste, le premier empereur romain, les jeux gladiatoriaux furent réglementés, institutionnalisés. Auguste comprenait leur importance politique, mais il craignait aussi leur potentiel subversif. Il limita le nombre de combats qu'un individu pouvait organiser. Il fixa des règles strictes concernant le recrutement et l'entraînement des gladiateurs. Il voulait contrôler ce phénomène, s'assurer qu'il servait les intérêts de l'État et non ceux des ambitieux. Sous son règne, les arènes devinrent des lieux où s'exprimait la grandeur de Rome, où se manifestait la puissance impériale. Les combats n'étaient plus seulement des spectacles privés offerts par des familles patriciennes. Ils étaient désormais des événements publics, organisés et financés par l'empereur lui-même. Le Colisée n'existait pas encore, mais son esprit, son idéologie étaient déjà en place. Les types de gladiateurs commencèrent également à se diversifier durant cette période. Chaque type correspondait à un style de combat particulier, à un équipement spécifique. Le murmillot portait un casque lourd orné d'un panache, un bouclier rectangulaire et une épée courte. Il était conçu pour combattre de manière défensive, en protégeant son corps derrière son bouclier. Le thrace, lui, était armé d'une petite rondache et d'une épée courbe, la sicca, qui permettait des attaques rapides et imprévisibles. Le rhétière, peut-être le plus célèbre de tous, combattait avec un filet, un trident et un poignard. Il n'avait ni casque ni armure lourde, ce qui le rendait vulnérable, mais aussi extrêmement mobile. Sa stratégie consistait à piéger son adversaire dans son filet, puis à le transpercer avec son trident. Face à lui, on plaçait généralement un secutor, un gladiateur lourdement armé, dont le casque lisse et arrondi
était conçu pour ne pas se prendre dans les mailles du filet. Chaque paire de gladiateurs était soigneusement assortie pour créer un spectacle équilibré, dramatique, imprévisible. Ces différents types de gladiateurs n'étaient pas simplement des variantes techniques. Ils incarnaient également des identités culturelles, des stéréotypes ethniques. Le Thrace représentait les peuples barbares des Balkans, le Gaulois les tribus farouches du Nord, le Rétiaire évoquait peut-être le pêcheur méditerranéen, agile et rusé. En regardant combattre ces hommes, les Romains voyaient une représentation stylisée de l'Empire, une mise en scène de la diversité des peuples qu'ils avaient conquis et soumis. L'arène devenait ainsi un microcosme de l'Empire, un lieu où se jouait, de manière symbolique, la domination de Rome sur le monde connu. Mais derrière ces symboles, il y avait des hommes réels, des chairs et des os, des peurs et des espoirs. Les témoignages historiques nous révèlent que certains gladiateurs parvenaient à survivre à de nombreux combats, accumulant les victoires, devenant des célébrités. Ils recevaient des récompenses, des couronnes de laurier, parfois même de l'argent. Les plus chanceux obtenaient la rudis, une épée de bois symbolisant leur libération. Ils pouvaient alors quitter l'arène, redevenir des hommes libres, bien que leur passé de gladiateur les marquait à jamais. D'autres, moins chanceux, périssaient lors de leur premier combat, anonymes, oubliés, enterrés dans des fosses communes. La vie d'un gladiateur était un jeu de hasard, une loterie sanglante où la mort attendait à chaque instant. Les gladiatrices, ces femmes qui combattaient également dans les arènes, apparurent probablement durant cette période, bien que les sources soient rares et controversées. Les historiens romains, pour la plupart, considéraient la présence de femmes dans l'arène comme un scandale, une perversion des valeurs traditionnelles. Pourtant, des inscriptions et des reliefs attestent de leur existence. Certaines étaient des esclaves, d'autres des femmes libres attirées par la gloire ou poussées par la nécessité. Elles combattaient selon les mêmes règles que les hommes, affrontant d'autres gladiatrices ou parfois des nains, dans des combats qui servaient souvent d'intermèdes comiques ou sensationnels. Leur présence troublait l'ordre social romain, remettant en question les rôles de genre, défiant l'idée que la guerre et la violence étaient exclusivement masculines. À mesure que les décennies passaient, l'infrastructure des jeux se développait. Des amphithéâtres en bois furent construits, puis des structures en pierre, de plus en plus imposantes, de plus en plus sophistiquées. Le Colisée, inauguré en 80 de notre ère sous l'empereur Titus, représenta l'apogée de cette évolution. Mais avant lui, il y eut des dizaines d'arènes plus modestes, dispersées dans tout l'Empire, de la Gaule à l'Afrique du Nord, de l'Hispanie à l'Orient. Partout où Rome imposait sa loi, elle imposait aussi ses spectacles, ses rituels, sa culture de la mort spectaculaire. Les combats eux-mêmes suivaient un protocole précis. Ils débutaient souvent par une pompa, une procession solennelle où les gladiateurs défilaient devant le public, vêtus de leurs plus beaux atours. Puis venait le moment de la vérification des armes pour s'assurer qu'elles étaient bien affûtées, bien équilibrées. Ensuite, les paires de combattants étaient désignés et le signal était donné. Les gladiateurs se saluaient, prononçaient parfois la phrase célèbre « Ave, César, morituri te salutant ». « Salut César, ceux qui vont mourir te saluent ». Bien que cette formule soit devenue iconique, les historiens débattent encore de sa fréquence réelle. Elle apparaît dans les sources antiques, mais peut-être n'était-elle prononcée que lors d'occasions exceptionnelles. Le combat lui-même pouvait durer quelques minutes, ou bien plus longtemps, selon l'habileté des combattants et la volonté du public. Contrairement à l'image popularisée par le cinéma, tous les combats ne se terminaient pas par la mort. En réalité, tuer un gladiateur représentait une perte financière importante pour son propriétaire. Par conséquent, les mises à mort étaient réservées aux occasions spéciales, aux combats particulièrement importants, ou aux gladiateurs jugés lâches ou incompétents. Lorsqu'un combattant était vaincu, il pouvait demander la grâce en levant le doigt. La décision finale revenait à l'organisateur des jeux, souvent l'empereur lui-même s'il était présent, qui consultait le public.
le fameux geste du pouce, popularisé par l'iconographie moderne, reste sujet à débat. Les historiens ne sont pas certains de sa signification exacte, ni même de son existence réelle. Ce qui est certain, c'est que le public jouait un rôle actif dans la décision, criant, gesticulant, exprimant son jugement sur la performance du gladiateur vaincu. Ainsi se déroulèrent les journées dans les arènes de Rome et de l'Empire. Des hommes et des femmes, esclaves et libres, volontaires et contraints, offrèrent leur vie en spectacle pour divertir des foules immenses, pour servir les ambitions politiques des puissants, pour incarner les valeurs contradictoires d'une civilisation à la fois raffinée et brutale. Dans le sable souillé de sang, dans les cris de la foule, dans le silence lourd qui suivait chaque mise à mort, se jouait quelque chose de profondément humain, quelque chose qui transcendait les siècles et les cultures. Le besoin de voir, de comprendre, de toucher la mort de près, tout en restant soi-même à l'abri. Le besoin de héros, de figures qui incarnent le courage face à l'inévitable. Le besoin de récits, de drames, de tragédies qui donnent un sens à l'existence. Et tandis que la lune se levait sur Rome, que les arènes se vidaient lentement, que les gladiateurs survivants regagnaient leurs cellules, l'Empire continuait de grandir, de se transformer, de se chercher. Les combats de gladiateurs, nés dans les rites funéraires étrusques, étaient devenus le cœur battant de la culture romaine, un miroir où se reflétaient toutes les contradictions, toutes les grandeurs et toutes les misères de cette civilisation extraordinaire. L'aube se lève sur un empire qui ne dort jamais vraiment. Rome, au tournant de notre ère, est devenue bien plus qu'une cité. Elle est le centre du monde, le cœur battant d'un organisme colossal qui s'étend des brumes de Bretagne aux sables brûlants de Mésopotamie, des forêts germaniques aux rives fertiles du Nil. Et partout où les légions romaines ont planté leurs enseignes, partout où les routes pavées ont tracé leurs lignes droites à travers montagnes et déserts, la culture des jeux gladiatoriaux s'est enracinée, s'est adaptée, s'est transformée. Ce que nous explorons maintenant, c'est l'âge d'or de cette institution étrange et fascinante, l'époque où les amphithéâtres devinrent les cathédrales d'une religion séculière, où les gladiateurs incarnèrent les saints et les martyrs d'une foi vouée au courage et à la destinée. Sous les premiers empereurs de la dynastie julio-claudienne, les jeux atteignirent une ampleur et une sophistication jamais vues auparavant. Tibère, successeur d'Auguste, se montra plus réservé, presque méfiant envers ces spectacles qu'il jugeait parfois excessifs. Mais son successeur, Caligula, embrassa les jeux avec une passion dévorante, presque maladive. Les sources antiques, bien que souvent teintées d'exagération et de propagande hostile, nous dépeignent un empereur obsédé par les arènes, y passant des journées entières, participant parfois lui-même aux combats d'entraînement, s'identifiant aux gladiateurs au point de porter leurs armes et leurs casques lors de banquets impériaux. Caligula fit construire de nouvelles arènes, organisa des combats de plus en plus extravagants, faisant affronter des animaux exotiques venus d'Afrique et d'Asie, des éléphants, des rhinocéros, des tigres, des créatures que la plupart des Romains n'avaient jamais vues et ne pouvaient qu'imaginer à travers les récits des voyageurs. Claude, empereur inattendu, historien et érudit, apporta une dimension presque pédagogique au jeu. Il organisa des reconstitutions historiques dans les arènes, des batailles navales miniatures, des naumachies, où des milliers d'hommes s'affrontaient sur des bassins artificiels, rejouant les grandes victoires navales de Rome. Ces spectacles titanesques nécessitaient des infrastructures colossales, des systèmes hydrauliques complexes pour remplir et vider les arènes transformées en lacs éphémères. Les condamnés à mort, les prisonniers de guerre, étaient embarqués sur des navires de guerre réduits, divisés en deux camps représentant les forces romaines et leurs ennemis historiques. Ils devaient combattre jusqu'à ce qu'un camp soit entièrement détruit. La frontière entre spectacle et massacre devenait floue, presque indiscernable. Pourtant, le public accourait par dizaines de milliers, fasciné par cette représentation grandiose de la puissance impériale, par cette démonstration que Rome pouvait recréer la mer elle-même au cœur de la cité. Néron, le plus controversé des empereurs julio-claudiens, porta les Jeux à de nouveaux sommets de décadence et de splendeur.
Il fit construire un amphithéâtre en bois magnifique, décoré d'or et de pourpre, où se déroulèrent des spectacles d'une extravagance inouïe. Néron lui-même, empereur et artiste, descendit dans l'arène, non pas comme gladiateur au sens strict, mais comme aurige, conducteur de chars, comme acteur dans des pièces mythologiques. Cette transgression choqua profondément l'aristocratie romaine. Un empereur ne devait pas se comporter comme un histrion, comme un infâme. Mais Néron ne se souciait guère des conventions. Il cherchait la gloire artistique, l'adulation des foules, la fusion entre le pouvoir politique et la performance théâtrale. Sous son règne, les frontières entre réalité et spectacle, entre vie et mise en scène, devinrent de plus en plus poreuses. Les exécutions de chrétiens, transformées en spectacles macabres, où les condamnés étaient dévorés par des bêtes sauvages ou brûlés vifs, déguisés en personnages mythologiques, illustraient cette confusion troublante entre divertissement et cruauté systématique. Après le suicide de Néron et l'année des 4 empereurs, une période de chaos et de guerre civile, la dynastie flavienne prit le pouvoir avec Vespasien, un général pragmatique issu d'une famille modeste. Vespasien comprit que pour restaurer la stabilité et la légitimité impériale, il fallait offrir au peuple un symbole puissant, un monument qui incarnerait la grandeur retrouvée de Rome. Ainsi naquit le projet le plus ambitieux de l'histoire des Jeux gladiatoriaux, l'amphithéâtre flavien que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Colisée. Construit sur le site d'un lac artificiel qui ornait autrefois la Domus Aurea, le palais doré de Néron, le Colisée représentait une déclaration politique autant qu'architecturale. Vespasien rendait au peuple romain ce que Néron s'était approprié pour son plaisir personnel. Il transformait un espace de luxe privé en un lieu de spectacle public, accessible à tous les citoyens, quelle que soit leur classe sociale. La construction du Colisée dura près de 10 ans, mobilisant des dizaines de milliers d'ouvriers, d'esclaves, d'ingénieurs, d'architectes. L'édifice, d'une hauteur vertigineuse, pouvait accueillir entre 50 et 80 milliers de spectateurs, selon les estimations. Sa structure elliptique, ses 4 niveaux d'arcades superposés, ses systèmes de circulation sophistiqués permettant aux foules d'entrer et de sortir rapidement, ses voiles déployables pour protéger le public du soleil, tout cela témoignait du génie technique romain. Mais le plus impressionnant se trouvait sous l'arène elle-même. Un réseau complexe de couloirs, de cages, de monte-charges, de trappes permettait de faire surgir hommes et animaux de manière spectaculaire, créant des effets de surprise, des apparitions soudaines qui émerveillaient et terrifiaient les spectateurs. L'arène devenait une scène théâtrale géante où se jouaient des drames réels, où la mort n'était pas simulée mais véritable, tangible, irréversible. L'inauguration du Colisée, en l'an 80 de notre ère, donna lieu à des jeux d'une splendeur inégalée. L'empereur Titus, fils et successeur de Vespasien, organisa 100 jours de spectacles ininterrompus. Des milliers de gladiateurs s'affrontèrent. Des milliers d'animaux furent massacrés. Des naumachies, des chasses, des exécutions publiques, des reconstitutions mythologiques se succédèrent dans un tourbillon de violences chorégraphiées. Les chroniqueurs antiques, éblouis et horrifiés, parlèrent de fleuves de sang, de montagnes de cadavres, de jours transformés en nuit par la fumée des bûchers. Mais ils parlèrent aussi de la beauté étrange de ces spectacles, de la grâce des gladiateurs, de l'intelligence des animaux dressés, de l'émotion qui saisissait les foules lorsqu'un combattant, vaincu mais courageux, obtenait la grâce et quittait l'arène vivant, acclamé comme un héros. Durant cette période d'apogée, le métier de gladiateur se professionnalisa encore davantage. Les ludis, les écoles de gladiateurs, devinrent de véritables entreprises, gérées selon des principes commerciaux rigoureux. Le Ludus Magnus, situé à quelques mètres du Colisée, était le plus grand et le plus prestigieux de tous. Il abritait plusieurs centaines de gladiateurs, répartis selon leur type de combat. Les recrues étaient soigneusement sélectionnés, évalués selon leur physique, leur agilité, leur force, leur courage. Les lanistes, ces entrepreneurs du sang, savaient reconnaître le potentiel d'un futur champion.
Ils investissaient dans leur formation, engageant les meilleurs entraîneurs, les doctors, anciens gladiateurs devenus maîtres d'armes, capables de transmettre les techniques secrètes, les stratégies éprouvées, les ruses qui faisèrent la différence entre la vie et la mort. La vie quotidienne dans un ludus suivait un rythme strict et immuable. Les gladiateurs se levaient à l'aube, prenaient un repas frugal composé de bouillie d'orge, de légumes, de pain. Puis vinrent les heures d'entraînement intensif. Ils commençaient par des exercices physiques généraux, courses, sauts, luttes, pour développer leur endurance et leur force. Ensuite, ils s'exerçaient avec les armes spécifiques à leur catégorie. Les myrmidons manièrent le gladius et le scutum contre des poteaux de bois plantés dans le sol, les palus frappant encore et encore jusqu'à ce que les gestes deviennent automatiques, instinctifs. Les rétiaires pratiquèrent le lancer du filet sur des cibles mobiles, affinaient leur coordination œil-main, apprenaient à anticiper les mouvements de leurs adversaires. Les traces travaillaient leur agilité, leur vitesse de réaction, leur capacité à esquiver et contre-attaquer en un seul mouvement fluide. Mais l'entraînement ne se limitait pas aux aspects techniques. Les gladiateurs apprenaient également à gérer la peur, à contrôler leur respiration, à entrer dans un état mental particulier où la mort devenait une abstraction, une possibilité lointaine qu'il fallait accepter sans s'y attarder. Ils apprenaient à lire le public, à comprendre ce qui l'attendait, ce qui suscitait son admiration ou son mépris. Un gladiateur qui combattait avec grâce, qui acceptait son sort avec dignité, qui offrait un spectacle mémorable, avait bien plus de chances d'obtenir la grâce que celui qui suppliait lâchement ou se battait de manière désordonnée. L'arène était un théâtre, et le gladiateur, un acteur qui jouait le rôle le plus important de sa vie, celui de sa propre mort potentielle. Les liens qui se tissaient entre gladiateurs étaient complexes et ambigus. D'un côté, ils étaient compagnons d'armes, frères de souffrance, unis par une expérience que peu d'autres hommes pouvaient comprendre. Ils partageaient les mêmes cellules, les mêmes repas, les mêmes angoisses nocturnes. Ils se soutenaient mutuellement, s'encourageaient, pleuraient ensemble lorsque l'un d'entre eux ne revenait pas de l'arène. D'un autre côté, ils étaient aussi rivaux potentiels, conscients qu'ils pourraient un jour se retrouver face à face dans le sable, contraints de s'entretuer pour divertir la foule. Cette dualité créait une tension permanente, une intimité teintée de méfiance, un mélange étrange de solidarité et de compétition. Certaines amitiés entre gladiateurs devinrent légendaires. Les inscriptions funéraires retrouvées dans les nécropoles de gladiateurs témoignent de liens profonds, presque fraternels. Elles parlent de compagnons tombés trop tôt, de camarades pleurés sincèrement, de serments prononcés et tenus jusqu'à la mort. Elles révèlent aussi que certains gladiateurs étaient mariés, avaient des enfants, menaient une vie familiale malgré leur statut d'infâmes. Les femmes de gladiateurs, souvent anciennes esclaves elles-mêmes, vivaient dans l'ombre, partageant l'angoisse permanente de voir leurs compagnons partir pour l'arène et ne jamais revenir. Les enfants de gladiateurs grandissaient dans un monde étrange, fiers et honteux à la fois du métier de leur père, conscients qu'il était à la fois célèbre et méprisé. Les gladiateurs célèbres, les superstars de l'arène, jouissaient d'un statut particulier. Ils étaient reconnus dans les rues, acclamés par les foules, désirés par les femmes et parfois même par les hommes de haute naissance. Les graffitis de Pompéi nous révèlent des déclarations d'amour passionnées adressées à des gladiateurs, des descriptions érotiques de leur physique, des fantasmes que leur célébrité suscitait. Certains gladiateurs profitaient de cette popularité pour améliorer leurs conditions. Ils négociaient avec leurs lanistes, obtenaient de meilleures conditions de vie, des récompenses financières, parfois même des promesses de liberté après un certain nombre de victoires. Les plus habiles parvenaient à économiser suffisamment d'argent pour acheter leur propre liberté, quitter les ludis et commencer une nouvelle vie, bien que le stigmate de leur passé ne les quittait jamais vraiment. Les femmes continuaient également à combattre dans les arènes, bien que leur présence demeurât controversée et relativement rare. Sous l'empereur Domitien, dernier des Flaviens, des combats de gladiatrices furent organisés lors de spectacles nocturnes à la lueur des torches.
créant une atmosphère encore plus théâtrale et irréelle. Ces combats féminins fascinaient et scandalisaient en même temps. Ils remettaient en question les fondements mêmes de l'ordre social romain, basé sur une division stricte des rôles de genre. Voir des femmes manier des armes, affronter la mort avec le même courage que les hommes, troublait profondément les Romains, les obligeant à reconnaître que le courage, la virtus, n'était peut-être pas exclusivement masculine. En l'an 200 de notre ère, l'empereur Septime Sévère interdit finalement les combats de gladiatrices, jugeant qu'ils dégradaient la dignité des femmes romaines. Mais pendant plus de 2 siècles, elles avaient existé, combattu, saigné, prouvé que la mort ne faisait pas de distinction de sexe. Les spectacles de chasse, les venations, constituaient un autre aspect majeur des jeux. Des bestiaries, chasseurs spécialisés, affrontaient des animaux sauvages dans des mises en scène élaborées. Des forêts artificielles étaient reconstituées dans l'arène, avec de vrais arbres, des rochers, des ruisseaux. Des animaux exotiques étaient relâchés, lions, ours, léopards, sangliers, parfois même des créatures plus étranges comme des crocodiles ou des autruches. Les bestiaries, armées de lances, d'arcs, de filets, devaient traquer et tuer ces bêtes devant un public haletant. Certains chasseurs développèrent des techniques spectaculaires, bondissant par-dessus les lions, esquivant les charges des taureaux, démontrant un courage et une agilité extraordinaires. D'autres, moins chanceux ou moins compétents, finissaient déchiquetés, piétinés, dévorés sous les yeux horrifiés et excités de la foule. Le commerce des animaux sauvages pour les arènes devint une industrie lucrative. Des chasseurs professionnels parcouraient l'Afrique du Nord, capturant des lions dans les montagnes de l'Atlas, des éléphants dans les savanes, des panthères dans les forêts. Ces animaux étaient ensuite transportés dans des cages sur de longues distances, par bateau puis par chariot, jusqu'à Rome. Le voyage était éprouvant, beaucoup d'animaux mouraient en route, mais ceux qui survivaient valaient une fortune. Un lion adulte en bonne santé pouvait se vendre à un prix équivalent à plusieurs années de salaire d'un ouvrier qualifié. Les organisateurs de jeux rivalisaient pour présenter les animaux les plus rares, les plus exotiques, les plus impressionnants. Lors des grandes célébrations impériales, des centaines, parfois des milliers d'animaux étaient massacrés en une seule journée. Cette hécatombe systématique contribua probablement à l'extinction de plusieurs espèces dans certaines régions de l'Empire, notamment les lions d'Afrique du Nord et les éléphants de Syrie. Les exécutions publiques, les damnatio ad bestias, constituaient l'aspect le plus sombre des jeux. Les condamnés à mort, criminels, déserteurs, chrétiens refusant de sacrifier aux dieux romains, étaient livrés aux bêtes sauvages dans des conditions atroces. Parfois, ils étaient simplement attachés à des poteaux et des lions affamés étaient lâchés sur eux. D'autres fois, des mises en scène mythologiques étaient organisées. Un condamné jouait le rôle d'Orphée déchiré par les Ménades. Un autre, celui d'Icare, dont les ailes fondaient et qui tombait pour être dévoré par un ours. Ces exécutions spectaculaires servaient un double objectif: divertir le public et affirmer l'autorité absolue de Rome sur la vie et la mort. Elles envoyaient un message clair. Ceux qui défient l'ordre impérial, qui refusent de se soumettre aux lois et aux dieux de Rome, connaîtront une fin horrible, publique, humiliante. Les premiers chrétiens, en particulier, firent face à ce destin tragique lors des persécutions sporadiques qui marquèrent les premiers siècles de l'Empire. Leur refus obstiné de reconnaître la divinité de l'empereur, leur fidélité à un Dieu invisible et exclusif, étaient perçus comme une menace politique autant que religieuse. Dans l'arène, ils mouraient en priant, en chantant, en s'encourageant mutuellement, transformant leur supplice en témoignage de foi. Ces morts héroïques impressionnèrent certains spectateurs, contribuant paradoxalement à la diffusion du christianisme. Tertullien, apologiste chrétien du IIe siècle, écrivit que « le sang des martyrs est semence de chrétiens ». L'arène, lieu de mort et de spectacles païens, devenait aussi, de manière inattendue, un lieu de conversion et de propagation d'une nouvelle foi,
qui finirait par transformer l'Empire. Sous les empereurs du IIe siècle, l'âge d'or antonin, les jeux gladiatoriaux atteignirent leur apogée tant en fréquence qu'en sophistication. Marc Aurèle, empereur philosophe, auteur des célèbres Méditations, entretenait une relation ambiguë avec les jeux. En privé, il les trouvait répétitifs et ennuyeux. Ses écrits trahissent une lassitude, un dégoût même, face à cette violence sans cesse répétée. Pourtant, en tant qu'empereur, il était obligé d'y assister, de les organiser, de maintenir cette tradition qui cimentait l'ordre social romain. Il chercha à réformer certains aspects, limitant les mises à mort, encourageant les combats avec armes émoussées, essayant de transformer les jeux en démonstrations athlétiques plutôt qu'en boucherie. Mais ces réformes furent largement ignorées après sa mort. Son fils Commode, à l'inverse, adorait les jeux au point d'y participer personnellement, descendant dans l'arène pour combattre des animaux et même d'autres gladiateurs, scandalisant l'aristocratie romaine qui voyait dans cette conduite une dégradation de la majesté impériale. Commode se voyait comme une réincarnation d'Hercule. Il portait la peau de lion, maniait la massue, tuait des animaux par centaines dans des spectacles soigneusement orchestrés où il ne courait en réalité aucun danger. Les bêtes étaient affaiblies, les combats truqués, les victoires garanties. Pourtant, le peuple adorait ces représentations. Il voyait son empereur comme un demi-dieu vivant, un héros mythologique descendu sur terre. Cette confusion entre réalité et fiction, entre pouvoir politique et performance théâtrale, atteignit sous Commode un paroxysme qui préfigurait les crises à venir. Lorsqu'il fut assassiné en 192, la dynastie antonine s'éteignit et l'Empire entra dans une nouvelle période de troubles. Mais même durant ces périodes d'instabilité politique, les jeux continuaient. Ils étaient devenus une nécessité sociale, un besoin presque physiologique de la société romaine. Empereur après empereur, dynastie après dynastie, les amphithéâtres résonnèrent des cris de la foule, du choc des armes, des rugissements des bêtes. Les gladiateurs continuaient de s'entraîner, de combattre, de mourir et parfois de survivre. Leurs noms étaient gravés sur des tablettes de bronze, sur des murs, sur des tombes. Certains devenaient légendes, d'autres disparaissaient dans l'oubli. Mais tous, célèbres ou anonymes, participaient à ce rituel étrange et terrible qui définissait Rome autant que ses lois, ses routes, ses légions. Les médecins des gladiateurs, souvent des Grecs hautement qualifiés, développèrent des techniques chirurgicales avancées. Ils savaient recoudre les plaies profondes, cautériser les vaisseaux sanguins, amputer les membres gangrenés, traiter les infections. Galien, le plus grand médecin de l'Antiquité après Hippocrate, débuta sa carrière comme médecin de gladiateurs à Pergame. Il acquit une connaissance approfondie de l'anatomie humaine en soignant les blessures variées que subissaient les combattants. Cette expérience pratique lui permit de rédiger des traités médicaux qui firent autorité pendant plus de 1000 ans. Ainsi, paradoxalement, les arènes de mort contribuèrent au progrès de la médecine, à la connaissance du corps humain, à l'art de guérir. Le sable de l'arène lui-même possédait une dimension symbolique profonde. Il était régulièrement ratissé, nettoyé, remplacé pour effacer les traces des combats précédents. Mais sous sa surface dorée, il absorbait le sang de milliers d'hommes et d'animaux. Il devenait une terre sacrée, imprégnée de violence et de courage, de peur et de gloire. Les Romains croyaient que ce sable possédait des propriétés magiques. Certains en volaient des poignées pour fabriquer des amulettes, censées protéger du danger ou apporter le courage. D'autres l'utilisaient dans des rituels d'amour, persuadés que le sang des gladiateurs conférait puissance et virilité. Ainsi se poursuivait, décennie après décennie, siècle après siècle, cette danse macabre entre la vie et la mort, entre la gloire et l'oubli. Les amphithéâtres se multipliaient dans tout l'Empire, de Nîmes à Alexandrie, de York à Carthage. Chacun reproduisait en miniature la grandeur du Colisée. Chacun offrait à sa population locale un avant-goût de Rome, de sa puissance, de sa culture, de ses valeurs. Et dans chacun de ces édifices, des hommes continuaient de combattre, de saigner, de mourir,
perpétuant un rituel qui avait commencé dans les brumes des funérailles étrusques et qui était devenu l'essence même de la romanité, au l'apogée et les métamorphoses. Troisième partie. Le IIIe siècle de notre ère s'ouvre sur un empire qui, malgré sa splendeur apparente, commence à sentir le poids des siècles, les fissures invisibles qui parcourent ses fondations colossales. Les jeux gladiatoriaux, pourtant, continuent de briller de mille feux, atteignant paradoxalement leur apogée technique et artistique, au moment même où l'Empire entre dans une période de turbulence. C'est l'époque des empereurs soldats, des dynasties éphémères, des légions qui font et défont les maîtres du monde. Mais dans les amphithéâtres, le temps semble suspendu. Les gladiateurs combattent toujours selon les mêmes règles ancestrales, perpétuant des traditions qui remontent à des siècles, offrant aux populations inquiètes l'illusion réconfortante d'une continuité, d'un ordre immuable au milieu du chaos politique. Sous la dynastie des Sévères, qui s'empare du pouvoir en 193, les Jeux connaissent un renouveau de magnificence. Septime Sévère, empereur d'origine africaine, comprend l'importance politique de ces spectacles. Il organise des jeux somptueux pour célébrer ses victoires militaires, pour apaiser les foules urbaines agitées, pour démontrer que Rome demeure puissante malgré les changements dynastiques. Son fils Caracalla, empereur brutal et imprévisible, partage cette passion pour les arènes. Il étend la citoyenneté romaine à presque tous les habitants libres de l'Empire en 212, élargissant ainsi théoriquement le public potentiel des Jeux, permettant à des millions d'hommes nouveaux de se sentir pleinement romains, de participer à cette culture gladiatoriale qui définit l'identité impériale. Durant cette période, les techniques de combat gladiatoriaux atteignent une sophistication remarquable. Les différentes catégories de combattants sont désormais codifiées avec une précision quasi scientifique. Les doctors, maîtres d'armes, transmettent des savoirs accumulés sur plusieurs générations, des stratégies éprouvées, des mouvements secrets que seuls les initiés connaissent. Chaque école de gladiateurs développe son propre style, sa propre philosophie du combat. Le Ludus Magnus de Rome rivalise avec les écoles de Capoue, de Pompéi, reconstruit après l'éruption du Vésuve, d'Alexandrie où les techniques grecques de lutte se mêlent aux traditions romaines pour créer des hybrides fascinants. Les armaturae, les types de gladiateurs, se diversifient encore. Aux catégories traditionnelles s'ajoutent des variantes régionales, des spécialisations exotiques. Le provocateur, combattant lourdement armé, devient le symbole de la puissance brute, affrontant ses semblables dans des duels qui ressemblent à des batailles de légionnaires miniatures. Laecedarius, gladiateur combattant depuis un char léger, apporte une dimension de vitesse et de mobilité, évoquant les guerriers celtes et bretons qui affrontèrent jadis les légions romaines. Le Crupellarius, entièrement recouvert d'une armure de métal, presque invulnérable mais terriblement lent, devient une curiosité fascinante, un défi tactique pour ses adversaires qui doivent trouver les rares interstices dans sa carapace d'acier. Les combats deviennent de plus en plus théâtralisés, chorégraphiés presque comme des ballets mortels. Les gladiateurs apprennent à jouer pour le public, à créer du suspense, à prolonger les moments dramatiques. Un combat mémorable ne se résume pas à une mise à mort rapide. Il doit raconter une histoire, offrir des rebondissements, des moments où la victoire semble basculer d'un camp à l'autre, des instants de bravoure qui font retenir le souffle de dizaines de milliers de spectateurs. Les meilleurs gladiateurs sont ceux qui maîtrisent cet art subtil, qui savent quand frapper et quand retenir leur coup, quand avancer et quand reculer, créant une tension narrative qui culmine dans un dénouement cathartique. Les lanistes, entrepreneurs du sang, deviennent des personnages immensément riches et influents. Certains possèdent des écuries de plusieurs centaines de gladiateurs, gèrent des réseaux commerciaux complexes qui s'étendent sur plusieurs provinces. Ils investissent dans la recherche de nouveaux talents, envoyant des recruteurs dans les régions frontalières pour dénicher des barbares capturés, des prisonniers de guerre prometteurs, des hommes libres désespérés prêts à vendre leur vie pour quelques pièces d'or. Les contrats deviennent de plus en plus sophistiqués, spécifiant les conditions d'entraînement,
les parts de gain, les clauses de libération après un certain nombre de victoires. Certains gladiateurs habiles parviennent à négocier des accords avantageux, obtenant des pourcentages sur les paris, des primes pour les victoires spectaculaires, des garanties de soins médicaux de qualité. Les femmes de l'aristocratie romaine continuent d'entretenir des relations ambiguës avec les gladiateurs. Les sources littéraires, souvent moralisatrices et scandalisées, nous rapportent des histoires de matrones respectables qui abandonnent tout pour suivre un gladiateur, des épouses de sénateurs qui dépensent des fortunes pour passer une nuit avec ces hommes infâmes mais irrésistiblement séduisants. Juvénal, poète satirique acerbe, raconte l'histoire d'Épia, femme d'un sénateur qui s'enfuit en Égypte avec un gladiateur balafré et vieillissant, préférant sa compagnie brutale aux privilèges de sa vie aristocratique. Ces récits, même exagérés, révèlent une vérité sociologique importante. Les gladiateurs incarnent une forme de masculinité transgressive, dangereuse, qui fascine précisément parce qu'elle échappe aux conventions sociales normales. Les graffitis retrouvés dans les cités ensevelies nous offrent un aperçu plus intime de ces passions. À Pompéi, sur les murs d'une maison close, on peut lire « Celadus le Thrace fait soupirer les filles ». Sur un mur de taverne, « Crescens, Rétière, maître et médecin des jeunes filles au cœur brisé, combattant nocturne ». Ces inscriptions révèlent que la célébrité des gladiateurs transcendait les barrières sociales, qu'ils étaient désirés par les prostituées comme par les aristocrates, qu'ils représentaient un idéal érotique puissant dans l'imaginaire romain. Pendant ce temps, les provinces de l'Empire développent leurs propres traditions gladiatoriales, adaptant les modèles romains aux cultures locales. En Gaule, les amphithéâtres de Nîmes, d'Arles, de Lyon accueillent des combats où se mêlent techniques romaines et influences celtiques. En Afrique du Nord, à Carthage reconstruite, à Leptis-Mania, ville natale de Septime Sévère embellie de monuments somptueux, les Venations prennent une importance particulière, mettant en scène la faune africaine dans son environnement naturel recréé. En Orient, à Antioche, à Éphèse, à Alexandrie, les jeux se teignent de couleurs hellénistiques, incorporant des éléments du théâtre grec, des références mythologiques plus élaborées, créant des synthèses culturelles fascinantes. Mais au-delà de cette diversification géographique, une unité fondamentale demeure. Partout dans l'Empire, du mur d'Adrien aux rives de l'Euphrate, les jeux gladiatoriaux parlent le même langage symbolique. Ils expriment les valeurs centrales de la romanité, le courage face à la mort, l'acceptation du destin, la virtus comprise comme excellence guerrière et morale, la capacité à offrir un spectacle digne même dans la défaite. Un Romain de Bretagne et un Romain de Syrie, qui ne parlent peut-être pas la même langue au quotidien, qui vénèrent des dieux locaux différents, qui mangent des nourritures distinctes, se reconnaissent immédiatement comme compatriotes lorsqu'ils s'assoient ensemble dans un amphithéâtre et vibrent aux mêmes émotions devant un combat de gladiateurs. Les aspects religieux des jeux s'approfondissent également. Chaque spectacle commence par des cérémonies élaborées, des processions où les statues des dieux sont promenées autour de l'arène, des sacrifices d'animaux dont les entrailles sont examinées par des haruspices pour vérifier que les augures sont favorables. Les gladiateurs prêtent serment devant les autels, invoquant Mars, dieu de la guerre, Némésis, déesse de la vengeance et du destin, et parfois des divinités plus obscures associées au monde souterrain, à la mort, au passage entre les mondes. Certains gladiateurs portent des amulettes, des talismans gravés de formules magiques censées les protéger des coups fatals, détourner le mauvais œil, attirer la faveur des dieux. Les superstitions prolifèrent dans ce milieu où la mort rôde constamment. On raconte que certaines armes sont maudites, portant malheur à ceux qui les manient. D'autres, au contraire, sont considérées comme bénies, ayant appartenu à des champions légendaires et conférant à leurs nouveaux propriétaires une partie de leur virtus. Les gladiateurs développent des rituels personnels complexes avant de pénétrer dans l'arène. Certains jeûnent, d'autres au contraire mangent copieusement, certains prient en silence, d'autres chantent des hymnes guerriers, certains s'isolent, d'autres recherchent la compagnie de leurs camarades.
Chacun cherche sa propre manière d'apprivoiser la peur, de transformer l'angoisse paralysante en concentration lucide. Les médecins et chirurgiens attachés au ludit continuent de perfectionner leur art. Ils expérimentent de nouvelles techniques de suture, utilisant des fils de soie importés d'Orient, développent des onguents antiseptiques à base d'herbes médicinales et de miel, inventent des instruments chirurgicaux spécialisés pour extraire les pointes de flèches et de lances profondément enfoncées dans les chairs. Leurs connaissances, acquises dans le contexte brutal des arènes, se diffusent progressivement dans la médecine civile, bénéficiant à l'ensemble de la population. Ainsi, même dans leur dimension la plus mortifère, les jeux contribuent paradoxalement au progrès du savoir humain. La crise du IIIe siècle, période d'instabilité politique intense, marquée par des successions d'empereurs éphémères, des invasions barbares répétées, une inflation galopante, une peste dévastatrice, aurait pu sonner le glas des jeux gladiatoriaux. Pourtant, ils persistent, s'adaptent, survivent. Dans certaines régions menacées par les raids germaniques ou parthes, les amphithéâtres sont même reconvertis en forteresses, leurs murs épais offrant une protection aux populations civiles. Mais dès que la paix relative revient, les jeux reprennent. C'est comme si la société romaine ne pouvait exister sans eux, comme si l'identité collective dépendait de ces rituels sanglants. Les empereurs de cette période troublée comprennent que les jeux constituent un moyen efficace de maintenir la cohésion sociale, de distraire les populations des difficultés économiques, des menaces extérieures, de l'effondrement progressif des structures administratives. Dioclétien, empereur réformateur qui réorganise entièrement l'empire à la fin du siècle, continue de patronner les jeux malgré ses préoccupations multiples. Il réglemente les prix des gladiateurs, fixant des tarifs maximums pour empêcher les lanistes de profiter de l'inflation. Il impose également des normes de qualité, exigeant que les combattants soient correctement entraînés, que les spectacles respectent certaines conventions esthétiques et rituelles. Durant cette période, une transformation subtile mais significative s'opère dans la perception des gladiateurs. Progressivement, imperceptiblement, leur statut social commence à évoluer. Bien qu'ils demeurent juridiquement des infâmes, bien que leur métier reste officiellement méprisé, ils acquièrent une forme de respectabilité culturelle. Leurs tombes deviennent des lieux de pèlerinage informels, où les jeunes hommes viennent prier pour obtenir courage et force. Leurs images ornent de plus en plus d'objets du quotidien, lampes à huile, vaisselle, mosaïques domestiques, bijoux. Ils ne sont plus simplement des esclaves condamnés, mais des figures héroïques, des incarnations de valeurs romaines essentielles. Les récits de gladiateurs devenus riches, célèbres, respectés se multiplient. On parle de Narcisse, ancien gladiateur devenu le bourreau de l'empereur Commode, accomplissant son exécution dans les thermes impériaux. On raconte l'histoire de gladiateurs qui, après avoir gagné leur liberté, sont devenus eux-mêmes lanistes prospères, entraîneurs réputés, conseillers d'empereurs en matière de jeu. Ces trajectoires exceptionnelles, bien que rares, alimentent l'imaginaire collectif, suggèrent que l'arène peut être un lieu de rédemption sociale, une voie paradoxale vers la gloire et l'enrichissement. Les techniques de mise en scène atteignent des sommets de sophistication. Les machinistes développent des systèmes hydrauliques permettant de transformer l'arène en lac pour les naumachis, puis de la drainer en quelques heures pour les combats terrestres. Ils créent des décors mobiles, des forêts artificielles qui surgissent du sous-sol grâce à des plateformes élévatrices, des montagnes en bois peint d'où jaillissent des cascades d'eau recyclées. Ces prouesses techniques émerveillent les spectateurs, créent une expérience immersive où la frontière entre réalité et illusion devient floue. Les animaux exotiques continuent d'affluer vers Rome malgré les difficultés croissantes. Les réseaux commerciaux s'étendent jusqu'en Inde, d'où proviennent des éléphants et des tigres, jusqu'aux confins de l'Afrique subsaharienne, d'où arrivent des girafes et des rhinocéros. Chaque animal représente un investissement colossal, un risque financier considérable. Mais la demande demeure insatiable. Le public romain ne se lasse jamais de voir des créatures qu'il ne rencontrera jamais ailleurs, de contempler la diversité du monde animal dans un espace confiné, contrôlé,
ordonnée qui reflète la domination de Rome sur la nature elle-même. Les bestiarii, chasseurs professionnels, deviennent des célébrités à part entière. Certains développent des spécialités, tueurs de lions, dompteurs d'ours, experts en crocodiles. Ils inventent des techniques spectaculaires, bondissant par-dessus les fauves, les esquivant au dernier moment, jouant avec la mort dans une chorégraphie dangereuse qui tient autant du sport extrême que de la performance artistique. Carpophorus, bestiarius légendaire sous les Flaviens, aurait tué 20 bêtes sauvages en un seul jour, dont un éléphant, un rhinocéros et un ours. Son nom traverse les siècles, transmis par les chroniqueurs émerveillés, symbole de la domination humaine sur le règne animal. Mais dans cette période d'apogée technique, des voix dissidentes commencent à se faire entendre plus clairement. Les philosophes stoïciens, depuis longtemps critiques envers les jeux, intensifient leur condamnation. Sénèque avait écrit « L'homme, chose sacrée pour l'homme, est tué par jeu et pour plaisanterie. » Marc Aurèle avait exprimé son ennui profond face à ces spectacles répétitifs. Maintenant, d'autres penseurs reprennent et amplifient ces critiques. Ils questionnent la légitimité morale de transformer la mort en divertissement, de réduire des êtres humains à des objets de spectacle, de cultiver chez les citoyens le goût du sang et de la violence. Plus dangereusement encore pour l'avenir des jeux, le christianisme continue de se diffuser dans l'Empire malgré les persécutions intermittentes. Les communautés chrétiennes, nourries par le sang de leurs martyrs morts dans les arènes, développent une théologie qui condamne fermement les jeux gladiatoriaux. Pour les chrétiens, chaque être humain est créé à l'image de Dieu, possède une âme immortelle, mérite le respect et la compassion. Tuer un homme pour le plaisir des foules constitue un péché abominable, une abomination qui offense Dieu et corrompt les âmes. Cette position radicale entre en conflit direct avec les valeurs romaines traditionnelles, prépare le terrain pour les bouleversements futurs. Pourtant, au début du IVe siècle, alors que Constantin se prépare à s'emparer du pouvoir et à transformer profondément l'Empire, les jeux gladiatoriaux brillent encore de tout leur feu. Les amphithéâtres résonnent toujours des acclamations de la foule. Les gladiateurs continuent de s'entraîner, de combattre, de mourir et parfois de triompher. L'institution semble éternelle, indestructible, enracinée si profondément dans le tissu social romain qu'on ne peut imaginer son effacement. Elle a survécu à des siècles de transformations politiques, économiques, culturelles. Elle s'est adaptée, a évolué, s'est diversifiée. Elle incarne Rome elle-même dans toute sa complexité, sa grandeur et sa cruauté, son génie organisationnel et sa brutalité, sa capacité à créer de la beauté à partir de la violence, du sens à partir du chaos, de l'ordre à partir de la mort. Dans les écoles de gladiateurs, une nouvelle génération s'entraîne, ignorant encore que leur monde est au seuil de transformation qui le rendront méconnaissable. Ils apprennent les mêmes techniques ancestrales, répètent les mêmes gestes que leurs prédécesseurs ont accomplis pendant des siècles, rêvent de gloire et de liberté, acceptent la possibilité de la mort comme le prix de leur existence extraordinaire. Et dans les gradins des amphithéâtres, les foules continuent de se presser, cherchant dans ces spectacles de sang et de courage une confirmation de leur identité, une célébration de leurs valeurs, un exutoire à leurs angoisses, un lien mystérieux avec les forces primordiales de la vie et de la mort qui gouvernent l'existence humaine depuis l'aube des temps. L'année 313 marque un tournant invisible mais décisif dans l'histoire des jeux gladiatoriaux. Constantin, empereur encore païen mais en chemin vers une conversion qui transformera l'Empire, promulgue l'édit de Milan aux côtés de son co-empereur Licinius. Ce décret accorde la liberté religieuse aux chrétiens, mettant fin à des décennies de persécutions intermittentes. Dans les catacombes de Rome, dans les églises secrètes des grandes cités, les communautés chrétiennes célèbrent cette victoire inespérée. Mais pour les gladiateurs, pour les lanistes, pour tous ceux dont l'existence dépend des jeux, cette tolérance nouvelle porte en elle les germes d'une révolution qui détruira leur monde. Constantin lui-même demeure pendant des années un patron des jeux.
organisant des spectacles somptueux pour célébrer ses victoires militaires, pour apaiser les foules urbaines, pour maintenir les traditions qui légitiment son pouvoir. En 315, il célèbre ses 10 années de règne avec des jeux qui durent plusieurs jours, attirant des gladiateurs de tout l'Empire, des bêtes sauvages capturées aux confins du monde connu. Les amphithéâtres résonnent encore des mêmes clameurs, le sable boit encore le même sang, les mêmes rituels millénaires se perpétuent comme si rien n'avait changé. Pourtant, quelque chose a changé. Dans les conseils impériaux, des voix chrétiennes se font entendre, murmurant que ces spectacles offensent le Dieu unique, corrompent les âmes, perpétuent une barbarie indigne d'un empire qui se veut civilisé. Constantin hésite, tiraillé entre ses convictions religieuses naissantes et la nécessité politique de maintenir les traditions romaines. Il promulgue des édits ambigus qui interdisent théoriquement les combats gladiatoriaux, mais restent largement inappliqués. Les jeux continuent, mais une ombre plane désormais sur eux, une conscience grandissante que leur légitimité morale s'effrite. Les gladiateurs eux-mêmes perçoivent ce changement subtil d'atmosphère. Certains se convertissent au christianisme, abandonnant l'arène pour chercher le salut de leur âme, rejoignant des monastères où ils espèrent expier les péchés de sang accumulés pendant leurs années de combat. D'autres persistent, affirmant que leur métier incarne des valeurs ancestrales qu'aucune religion nouvelle ne devrait abolir, que le courage face à la mort transcende les croyances particulières, que Rome sans gladiateurs cesserait d'être Rome. Durant les décennies qui suivent, l'Empire se transforme profondément. Constantinople, la nouvelle capitale fondée sur les rives du Bosphore, se construit sans grand amphithéâtre, privilégiant l'hippodrome, où se déroulent les courses de chars. Ce choix architectural reflète une évolution culturelle. Les spectacles sportifs commencent à supplanter les combats à mort dans les préférences impériales. L'hippodrome de Constantinople peut accueillir 100 000 spectateurs, dépassant en capacité le Colisée de Rome. Les factions de chars, les bleus et les verts, deviennent les nouveaux exutoires des passions populaires, remplaçant progressivement l'engouement pour les gladiateurs. Dans la partie occidentale de l'Empire, les jeux persistent plus longtemps. Rome, Milan, Carthage, les grandes cités de Gaule continuent d'organiser des munérats, mais leur fréquence diminue graduellement. Les coûts deviennent prohibitifs dans un empire, confrontés à des difficultés économiques croissantes, des invasions barbares répétées, une décomposition administrative progressive. Les réseaux commerciaux qui approvisionnaient les amphithéâtres en animaux exotiques se désintègrent. Les écoles de gladiateurs ferment les unes après les autres, leurs propriétaires reconvertissant leurs investissements dans des activités plus rentables ou plus acceptables socialement. Les derniers gladiateurs forment une génération crépusculaire, consciente de perpétuer une tradition agonisante. Ils combattent dans des amphithéâtres à moitié vides, devant des foules moins enthousiastes, pour des récompenses dérisoires. Certains vendent leurs services à des seigneurs de guerre barbares qui apprécient leurs compétences martiales, devenant mercenaires ou gardes du corps. D'autres errent de province en province, offrant des démonstrations de combat dans des villages reculés où les anciennes traditions demeurent vivaces, où l'on se souvient encore de la grandeur passée de Rome. L'empereur Honorius, en 404, promulgue un édit qui interdit définitivement les combats de gladiateurs dans tout l'Empire romain. Cette prohibition, contrairement aux tentatives précédentes, est appliquée avec une certaine rigueur. Les autorités chrétiennes, désormais dominantes, veillent à son respect. L'évêque de Rome, le pape Innocent Ier, soutient activement cette interdiction, menaçant d'excommunication ceux qui organisent ou participent à des jeux gladiatoriaux. Les amphithéâtres, monuments colossaux qui avaient indéfini le paysage urbain romain pendant des siècles, commencent leur longue métamorphose en ruines pittoresques. Mais la mémoire persiste. Les récits de gladiateurs légendaires se transmettent oralement, s'embellissent, se transforment en légendes. Spartacus devient une figure mythique de résistance contre l'oppression. Flamma, le gladiateur syrien qui refusa 4 fois sa liberté pour continuer à combattre, incarne la passion pure pour l'arène. Priscus et Verus,
dont le combat épique sous Titus se termina par une double victoire, symbolisent l'honneur et le respect mutuel entre adversaires. Ces histoires survivent aux siècles obscurs, traversent le Moyen Âge, ressurgissent à la Renaissance, nourrissent l'imaginaire occidental jusqu'à nos jours. Les amphithéâtres eux-mêmes connaissent des destins variés. Certains sont convertis en forteresses, leurs murs épais offrant une protection contre les invasions barbares. Des familles nobles s'installent dans le Colisée, transformant ses corridors en habitations, ses voûtes en ateliers. Le théâtre de Marcellus à Rome devient un palais aristocratique, ses arcades élégantes accueillant désormais des salons raffinés plutôt que des foules sanguinaires. À Arles, à Nîmes, les amphithéâtres se remplissent de maisons modestes, devenant des quartiers populaires où des générations vivent sans connaître l'histoire sanglante des pierres qui les abritent. D'autres monuments sont méthodiquement démolis, leurs blocs de travertin réutilisés pour construire des églises, des palais, des fortifications. Le marbre précieux qui ornait les gradins impériaux est arraché, broyé pour produire de la chaux. Les statues qui décoraient les niches sont brisées, considérées comme des idoles païennes qu'il faut effacer. Cette destruction systématique reflète un rejet violent du passé romain, une volonté de purifier le monde de ses péchés ancestraux, d'ériger une civilisation nouvelle sur les ruines de l'ancienne. Pourtant, paradoxalement, les valeurs que les jeux gladiatoriaux incarnaient ne disparaissent pas complètement. Elles se métamorphosent, se réinventent sous des formes nouvelles. La chevalerie médiévale reprend les codes de l'honneur gladiatorial. Le courage face au danger, l'acceptation stoïque du destin, la démonstration publique de la virtus guerrière. Les tournois chevaleresques, bien que théoriquement moins mortels, perpétuent la tradition des combats spectaculaires offerts à un public socialement stratifié. Les armures sophistiquées, les règles complexes, le cérémonial élaboré des joutes rappellent étrangement les munera romains. Les chrétiens eux-mêmes, qui avaient tant combattu les jeux gladiatoriaux, développent leur propre spectacle de la mort. Les martyrs, suppliciés dans les arènes, deviennent des héros glorieux dont les récits hagiographiques fascinent les fidèles. Leurs souffrances, détaillées avec une précision presque érotique dans les textes pieux, offrent un nouveau type de spectacle, spiritualisé certes, mais qui répond aux mêmes pulsions psychologiques que les combats de gladiateurs. La contemplation de la douleur, l'admiration pour le courage face à la mort, la catharsis procurée par la vision du sacrifice. Dans l'Empire byzantin, héritier oriental de Rome, les jeux persistent sous des formes modifiées. Les courses de chars à l'hippodrome de Constantinople deviennent le centre de la vie sociale, politique et même religieuse. Les factions rivales, initialement simples supporters sportifs, évoluent en quasi-partis politiques capables de renverser des empereurs. L'émeute Nika, en 532, qui manque de détruire le règne de Justinien, démontre que le besoin de spectacles violents et d'identification collective à des héros populaires demeure puissant, simplement canalisé vers de nouvelles formes. Les venations, chasses d'animaux sauvages, survivent plus longtemps que les combats de gladiateurs. Elles sont considérées comme moins problématiques moralement, peut-être parce que les victimes ne sont pas humaines, ou parce qu'elles évoquent les récits bibliques de Daniel dans la fosse au lion, de David tuant le lion et l'ours. Ces spectacles perdurent jusqu'au VIe siècle dans certaines régions, maintenant vivante une partie au moins de la tradition des jeux. Les connaissances médicales accumulées par les médecins de gladiateurs ne disparaissent pas non plus. Elles sont partiellement préservées dans les manuscrits byzantins, transmises aux médecins arabes qui les développent et les enrichissent pendant les siècles médiévaux. Galien, médecin qui débuta sa carrière en soignant des gladiateurs, demeure une autorité médicale suprême jusqu'à la Renaissance. Ces traités d'anatomie, fondés sur les observations effectuées dans les ludis, forment la base de l'enseignement médical pendant plus d'un millénaire. Les techniques d'ingénierie développées pour les amphithéâtres influencent l'architecture ultérieure. Les systèmes de voûtes et d'arcades du Colisée inspirent la construction des cathédrales médiévales. Les mécanismes hydrauliques inventés pour les naumachis trouvent des applications dans les fontaines monumentales de la Renaissance.
Les principes de gestion des foules, de circulation des spectateurs, de séparation sociale dans les espaces publics sont redécouverts et appliqués dans les stades modernes. Au niveau linguistique, le vocabulaire gladiatorial imprègne durablement les langues européennes. Des mots comme arène, dérivés du sable qui recouvrait le sol du Colisée, gladiateur lui-même, amphithéâtre, mais aussi des expressions métaphoriques innombrables. On parle encore aujourd'hui d'entrer dans l'arène, de se battre pour sa survie, d'affronter des adversaires redoutables, d'obtenir une victoire décisive. Ces métaphores, utilisées quotidiennement par des millions de personnes qui ignorent leur origine, constituent l'héritage linguistique des jeux. Les récits littéraires médiévaux et renaissants redécouvrent progressivement les gladiateurs. Les auteurs chrétiens, tout en condamnant moralement les jeux, ne peuvent s'empêcher d'être fascinés par leur dramaturgie. Saint Augustin raconte l'histoire de son ami Alypius, entraîné malgré lui à l'amphithéâtre, qui ferme d'abord les yeux mais finit par céder à la curiosité, regarder et se retrouver possédé par l'excitation de la foule, criant et applaudissant comme les autres. Ce récit, destiné à illustrer le pouvoir corrupteur des jeux, révèle involontairement leur puissance émotionnelle persistante. À la Renaissance, la redécouverte des textes classiques ravive l'intérêt pour les gladiateurs. Les humanistes étudient les descriptions de Sénèque, Pline, Martial, reconstruisent intellectuellement ce monde disparu. Les artistes représentent des scènes de l'arène, imaginant les combats à partir des sources écrites et des ruines encore visibles. Ces représentations, souvent inexactes, créent une iconographie gladiatoriale qui influence notre perception moderne. Les siècles suivants voient une fascination croissante pour les gladiateurs, nourrie par les fouilles archéologiques qui révèlent progressivement les secrets enfouis. À Pompéi, les casernes de gladiateurs livrent leurs trésors, armes, armures, squelettes de combattants morts lors de l'éruption du Vésuve. Chaque découverte alimente l'imaginaire, inspire des romans, des pièces de théâtre, puis des films qui diffusent l'image des gladiateurs à un public mondial. Le XIXe siècle, avec son intérêt pour l'héroïsme individuel et son goût pour le spectacle grandiose, réinvente les gladiateurs comme figures romantiques. Les peintres académiques créent des toiles immenses représentant des combattants héroïques dans des poses nobles, souvent plus proches de l'idéal grec que de la réalité romaine brutale. Ces œuvres, exposées dans les salons parisiens, contemplées par des foules bourgeoises, transforment les gladiateurs en symboles de courage et d'excellence physique. Le XXe siècle cinématographique porte cette fascination à son apogée. Des films comme Spartacus, malgré leurs inexactitudes historiques, touchent des millions de spectateurs, créant une mythologie gladiatoriale moderne qui influence profondément notre compréhension du monde romain. Le gladiateur devient une figure universelle, transcendant les particularités historiques pour incarner des archétypes humains fondamentaux. Le combattant courageux, le rebelle contre l'oppression, l'homme qui affronte son destin avec dignité. Les stades sportifs contemporains, avec leurs dizaines de milliers de spectateurs, leurs retransmissions télévisées mondiales, leurs athlètes célèbres et richement rémunérés, perpétuent, d'une certaine manière, l'héritage des amphithéâtres romains. Les parallèles sont troublants. La même stratification sociale dans les gradins, les mêmes passions tribales, la même transformation d'êtres humains en spectacle, la même économie du sport-spectacle. Bien sûr, les sports modernes ne sont généralement pas mortels, mais ils répondent aux mêmes besoins psychologiques d'identification, de catharsis, de communion collective. Les sports de combat contemporains, boxe, arts martiaux mixtes, même catch théâtralisé, héritent directement de la tradition gladiatoriale. Ils codifient la violence, la transforment en spectacle réglementé, permettent au public de contempler en sécurité ce que la vie civilisée interdit, la confrontation physique directe, l'expression de l'agressivité, la domination d'un être humain sur un autre. Les combattants modernes, comme leurs prédécesseurs antiques, négocient des contrats complexes, accumulent des fortunes, deviennent des célébrités, oscillent entre admiration et mépris.
L'héritage des gladiateurs s'étend même au débat éthique contemporain. Quand nous discutons de la violence dans les médias, des sports extrêmes, de l'exploitation des athlètes, nous répétons souvent, sans le savoir, les arguments formulés par Sénèque ou Marc Aurèle il y a 2 millénaires. La question de savoir jusqu'où une société peut aller dans la transformation de la souffrance en divertissement demeure pertinente, urgente même à l'ère de la télé-réalité et des réseaux sociaux. Les musées du monde entier conservent des milliers d'objets liés aux gladiateurs, casques ouvragés, glaives rouillés, fragments de fresques, lampes à huile décorées, mosaïques représentant des combats célèbres. Chaque artefact raconte une histoire, évoque une vie, témoigne d'un monde disparu, mais dont l'écho résonne encore. Les visiteurs contemporains, enfants, adultes, contemplent ces vestiges avec fascination, essayant d'imaginer la réalité derrière les objets, de comprendre ces hommes qui choisissaient ou étaient contraints de risquer leur vie pour le plaisir d'autrui. Les reconstitutions historiques, les parcs à thème, les spectacles vivants tentent de ressusciter l'expérience des jeux. Des gladiateurs modernes, armés de répliques, combattent selon les règles anciennes devant des touristes émerveillés. Ces performances, bien qu'elles ne puissent évidemment reproduire la dimension mortelle originale, témoignent d'un désir persistant de connexion avec ce passé, de compréhension viscérale plutôt que purement intellectuelle. Les chercheurs continuent d'étudier les gladiateurs, appliquant les technologies modernes aux vestiges antiques. Les analyses ADN des squelettes révèlent les origines géographiques des combattants, confirmant leur recrutement à travers tout l'Empire. Les études isotopiques des os reconstituent leurs régimes alimentaires, leurs conditions de vie. Les simulations informatiques testent l'efficacité des différents types d'armes et de techniques de combat. Chaque découverte affine notre compréhension, nuance notre vision, rapproche ces hommes de nous. Et dans cette proximité réside peut-être la leçon ultime des gladiateurs. Ils nous rappellent que l'être humain est capable du meilleur et du pire, de courage sublime et de cruauté abjecte, de solidarité fraternelle et d'exploitation impitoyable. Ils incarnent les contradictions de la civilisation elle-même, qui peut simultanément créer une architecture magnifique et organiser des massacres, composer des poèmes raffinés et réduire des hommes en esclavage, invoquer les dieux et profaner la vie humaine. Les gladiateurs nous enseignent aussi la relativité des valeurs morales. Ce qui semblait normal, naturel, même noble aux Romains, nous apparaît aujourd'hui barbare et inacceptable. Cette prise de conscience devrait nous rendre humbles, nous inciter à questionner nos propres certitudes, à nous demander quelles pratiques contemporaines que nous jugeons normales seront condamnées par les générations futures. Finalement, par-delà les jugements moraux, les gladiateurs témoignent d'une vérité anthropologique fondamentale. La mort fascine les vivants. Toutes les cultures, toutes les époques ont développé des rituels pour l'apprivoiser, la représenter, lui donner un sens. Les Romains avaient choisi de la mettre en spectacle, de la transformer en art martial, de l'intégrer dans leur vie quotidienne plutôt que de la refouler. Notre époque a d'autres stratégies, mais la fascination demeure, simplement déplacée, sublimée, médiatisée. Ainsi, 2 millénaires après les derniers combats dans les amphithéâtres romains, les gladiateurs vivent encore parmi nous. Pas physiquement, évidemment, mais comme figures mythologiques, comme symboles, comme questions non résolues, comme miroirs troublants de notre propre humanité. Leurs ombres se projettent à travers les siècles, traversent les âges obscurs et les renaissances, persistent malgré les condamnations et les oublis, témoignant de quelque chose d'essentiel dans la condition humaine que nous ne pouvons ni comprendre complètement ni rejeter totalement. La nuit s'approfondit autour de nous et notre voyage à travers les siècles de l'arène romaine touche à sa fin. Nous avons suivi ces hommes extraordinaires depuis leurs origines étrusques et leurs débuts funéraires jusqu'à leur apogée impériale et leur disparition graduelle. Nous avons contemplé leur courage et leur souffrance, leur gloire éphémère et leur déshonneur social, leur maîtrise technique et leur vulnérabilité mortelle. Les gladiateurs étaient des êtres de contradiction, incarnant simultanément le héros et l'esclave, l'artiste et l'arme, l'individu et le symbole.
Ils vivaient au seuil entre la vie et la mort, dans cet espace liminal où l'existence se concentre en moments d'intensité absolue, où chaque respiration compte, où le temps s'étire et se comprime étrangement. Leur monde a disparu, englouti par les transformations de l'Empire, les révolutions religieuses, le passage inexorable des siècles. Leurs amphithéâtres sont devenus des ruines romantiques. Leurs noms ont été oubliés ou transformés en légendes. Leurs os reposent dans des musées ou sous des strates archéologiques attendant d'être découverts. Mais quelque chose d'eux persiste, résonne encore dans notre imaginaire collectif, pose des questions que nous ne pouvons esquiver. Il nous rappelle que la civilisation n'est jamais simple, jamais entièrement lumineuse, ni totalement obscure. Rome pouvait produire Virgile et les jeux gladiatoriaux, le droit romain et l'esclavage, des aqueducs magnifiques et des arènes sanglantes. Cette complexité ne doit pas nous paralyser dans le jugement moral, mais nous inviter à une compréhension plus nuancée, plus humble de l'histoire humaine. Alors que le sommeil vient doucement, laisse ces images traverser ton esprit. Le sable doré de l'arène sous le soleil méditerranéen, le silence qui précède le combat, le regard d'un gladiateur avant d'entrer dans la lumière, les voûtes majestueuses du Colisée sous la lune, les échos affaiblis des clameurs anciennes qui résonnent encore dans les pierres millénaires. Les gladiateurs sont partis, mais leur écho demeure. Dans chaque stade moderne, dans chaque compétition sportive, dans chaque moment où nous contemplons le courage face au danger, ils sont là, présence fantomatique qui nous rappelle notre fascination éternelle pour ceux qui osent défier les limites, qui transforment la lutte en art, qui affrontent le destin sans détourner le regard. Dors paisiblement maintenant. Les arènes sont silencieuses depuis 15 siècles. Le sable ne boit plus le sang des combattants. Les foules qui rugissaient se sont éteintes dans l'oubli. Mais la mémoire persiste, transmise à travers les âges, portée par les mots et les images, préservée dans la pierre et dans l'imagination. Les gladiateurs t'accompagnent dans tes rêves cette nuit, non comme spectres terrifiants, mais comme compagnons de voyage à travers le temps, témoins d'une époque révolue, gardiens de secrets sur la nature humaine que nous continuons de déchiffrer. Dors bien, voyageur du temps. L'histoire continue son cours éternel, emportant les civilisations et les empires, les héros et les oubliés, dans sa grande procession silencieuse. Et nous, éveillés un instant, contemplons cette procession avant de rejoindre nous-mêmes le cortège des ombres. Bonne nuit. Que tes rêves soient peuplés de colonnes anciennes, de sagesse antique, et de la paix profonde qui vient de comprendre que tout passe, mais que la mémoire et la réflexion nous relient à tous ceux qui nous ont précédés dans cette aventure étrange et magnifique qu'est l'existence humaine. Dors maintenant. L'amphithéâtre du temps t'accueille dans son silence.